On va s'éloigner un petit peu du marché des transferts et de l'Europe. On va traverser l'Atlantique. On part en Argentine ce soir dans l'after. On va prendre des nouvelles d'un géant du foot mondial. C'est un petit peu un poncif, un club mythique. Le nom, les couleurs, l'histoire, le stade. Boca Juniors, légendaire club de Buenos Aires, en crise. Il n'y a pas d'autre mot. Après une série record de 11 matchs sans victoire, ce qui n'était jamais arrivé depuis la création du club il y a 120 ans. C'est en 1905. On va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe avec un spécialiste du foot argentin. Bonsoir Nicolas Cougo. Bonsoir. Rédacteur en chef pour le site Lucarne Opposé. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'After. Eh ben avec plaisir, avec plaisir. Surtout pour parler de Boca. Évidemment. Boca, Nicolas, qui ne gagne plus, battu hier 1-0 par Huracan. C'était lors de la 3e journée du tournoi de clôture du championnat d'Argentine. Je le disais, ça fait 11 matchs sans victoire, 5 défaites, 6 matchs nuls. Série qui prend en compte alors la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis. Il y avait eu ce nul contre Benfica et Auckland, la défaite contre le Bayern, et qui prend en compte également l'élimination en Coupe d'Argentine. Question simple, c'est grave, docteur ? Oui, c'est très. Alors c'est grave à plusieurs niveaux, évidemment. Tu l'as dit, série record dans l'histoire du club, puisque le précédent record c'était 10 défaites. C'était déjà un mauvais record sous l'ère Riquelme. Riquelme est arrivé en 2019 à la tête du club et il avait déjà égalé ce record-là. En 2021, donc là, il est battu. C'est ça, ouais. Oui, c'est grave parce que il y a la série, il y a le contenu. Qui est surtout le plus inquiétant. Le contenu est très très inquiétant. Hier, ils perdent 1-0, ils peuvent perdre 3-0. Et pour donner une idée aux gens, la première frappe cadrée de Boca dans ce match arrive à la 82e minute et c'est une frappe écrasée. Le gardien l'arrête presque tranquille, quoi. Donc non, c'est très très grave. Et il y a aussi des enjeux qui sont bien plus inquiétants à long terme parce qu'on sait que Boca est un club... comment dirais-je, qui attire quelques envies politiques. Les dernières élections, quand en 2023, Riquelme a été élu, c'était très compliqué parce qu'il y avait une grosse pression de la part du pouvoir politique, notamment Javier Milei, qui est supporter de Boca. Donc il y a des enjeux pour s'attaquer à ce qui fait la base du football argentin et des clubs argentins, qui sont des associations. Et si la série noire continue pour Boca, on sait que ces opposants-là vont gagner du crédit et pourraient faire très très mal au foot argentin en s'attaquant à Boca. Oui, parce qu'on le rappelle, Nicolas, c'est vrai qu'en Argentine, un petit peu comme dans tous les pays où il y a cette culture foot, le foot c'est un petit peu plus que le terrain et les résultats. C'est un miroir évidemment de la société, de la sociologie. Boca Juniors, sans caricaturer, Boca Juniors c'est le club du peuple à Buenos Aires, comparé à River qui est un petit peu plus bourgeois. Autrefois, c'était comme ça. Ça a été longtemps comme ça. La lutte des classes dans les stades, elle a un peu disparu parce que maintenant, tu as vraiment toutes les classes qui vont dans les stades. Au départ, dans les premières années du club, oui, c'était vraiment ça. Il y a toujours quand même ce côté un petit peu le peuple face aux entre guillemets un petit peu plus nantis, même si ça s'efface un peu. Mais là, il y a une lutte. Ça a été un peu aussi l'argument qui a été employé. Les dernières élections de Boca étaient vraiment très intéressantes sur le point de vue politique parce que, en gros, pour essayer de faire court et pour pas trop perdre les gens, je le disais tout à l'heure, les clubs en Argentine sont des associations. Vraiment, avec des sociaux et avec une mission publique. On peut aller en colonie de vacances au sein du club. Les sociaux ont accès à des hôpitaux et tout. Enfin, c'est le club de quartier encore entre guillemets. Et il y a une grosse pression pour transformer ces clubs-là en ce qu'on connaît nous, c'est-à-dire des sociétés privées. On voit ce qui sous-entend le côté société privée. En Argentine, pour l'instant, on ne peut pas. Il y a des pays où on peut, au Brésil, en Uruguay, on peut, pas en Argentine. Et Milei et Macri, qui est l'ancien président de Boca, qui est avec Milei pour le coup, veulent transformer Boca en ce qu'on appelle une société sportive. Et ça changerait tout. Ça changerait beaucoup de choses, ça changerait l'aspect des sociaux et tout. Donc ça remettrait en cause tout un modèle, en fait. Et le vrai danger, il est là, au-delà des performances, des résultats, du danger que Boca ne puisse pas aller en Libertadores. On en est encore loin, il y a du chemin à parcourir. Il y a vraiment, pour moi, le plus gros danger, il est là. Au-delà de la crise, c'est que si Boca s'écroule, ça peut donner des ambitions politiques à certains et venir fracasser le foot argentin. Oui, parce que Javier Milei, on parle du président de la nation argentine. Avant de donner la parole à Kevin et Walid qui ont une question à te poser, juste revenons un petit peu au terrain. Boca, donc, qui est dans les bas-fonds de son groupe,
parce qu'il y en a deux, hein, évidemment, du tournoi de clôture du championnat d'Argentine. On a rappelé l'entraîneur qui avait remporté la dernière Libertadores, Miguel Ángel Russo. La sauce ne reprend pas. On a surtout l'impression de l'extérieur quand même que dans un club qui a connu les Maradona, Riquelme, Palermo, Tevez et autres Gago, il y a un problème de réservoir, non, de talent. Ils sont où sont les futures stars du foot argentin à Boca? Ils sont tous partis. Concrètement, les meilleurs joueurs du centre de formation sont déjà partis, n'ont quasiment pas leur chance à jouer. Vous avez parlé tout à l'heure de Barco à Strasbourg. Voilà, Barco, sa dernière saison à Boca, il joue absolument à tous les postes. Donc c'est difficile. Il arrive à se mettre en valeur, mais il joue vraiment à tous les postes. Ils sont pas franchement mis dans les meilleures conditions, donc au final, ils finissent par vite partir parce qu'ils permettent de faire entrer de l'argent aussi. Donc ils ont un petit peu flingué le centre de formation et puis ils empilent les coachs sous Riquelme depuis 2019, on en est au 8e quand même, hein, en 6 ans. Oui. Ça fait beaucoup. On a rappelé Russo pour la 3e fois. Ils essayent différents types de coachs avec des idées qui sont jamais les mêmes. Il y a eu un moment où ils ont fait venir un entraîneur qui s'appelle, il n'est pas décédé, Diego Martinez, qui est connu pour faire travailler les jeunes. Donc on se disait, très bien, ça va être ça. Sauf que ils lui ont fait un recrutement où ils l'ont fait venir aucun jeune, il a fait jouer aucun jeune, et il a sauté en 8 mois. Donc il n'y a pas de politique sportive, il n'y a pas de continuité sportive, il n'y a pas de place pour les jeunes. Donc c'est assez inquiétant, sans vouloir trop noircir le tableau, c'est quand même assez inquiétant. Quand on voit Nicolas, disons le niveau des clubs argentins qu'on a vu à la Coupe du Monde des clubs, qui était quand même, on le savait, mais bien en dessous de ce qu'ont proposé les Brésiliens. Là, tu nous parles de Boca. Tu peux nous faire un petit point là sur le reste, au moins sur River. Est-ce que River quand même arrive à se maintenir un peu? Ça va mieux dans l'autre groupe du tournoi de clôture, non? River, on est en train de sentir que ça y est, il y a quelque chose qui se passe. Les derniers mercato a été pas mal. Et pour le coup, River peut s'appuyer sur ces jeunes parce que Gallardo les fait jouer. Il y avait Mastantuono que vous avez tous vu, mais il y en a d'autres qui sont en train d'arriver, qui sont en train de prendre du temps de jeu. Donc pour le coup, River s'appuie encore sur son école, sur sa formation, et pour le coup, depuis des années. River, il y a une mayonnaise qui est en train de prendre, il y a quelque chose qui est en train de fonctionner. Là, les derniers matchs sont plutôt encourageants dans le contenu. Voilà, après... pareil, moi j'ai pas regardé la Coupe du Monde des clubs parce que je boycottais l'épreuve, mais si je regarde ça m'intéresse, pourquoi tu boycottais l'épreuve que Walid a adorée? Ouais, voilà, voilà, c'est totalement boycotté ici pour plein de raisons, mais bon, on va pas entrer dans ce débat-là. Mais ce qui a vraiment gêné, à la limite que River puisse se faire sortir dès la phase de groupe. En gros, ils ont raté un seul match, c'est le match face au Rayados, parce que River perde contre l'Inter, voilà. Boca, c'est le match nul contre Auckland surtout qui a fait mal. Ils ont quand même fait un match nul contre une équipe amateur. Ouais. Ils ont pris un but face à des amateurs, quand même. Comment tu les vois se sortir de cette passe-là, difficile? Franchement, je suis assez inquiet pour eux. Ils vont pas descendre quand même. Pardon? Ils vont pas descendre comme une fois là. Ah non, ils peuvent pas. Descendre, tu peux pas parce que c'est cumulé sur 3 tournois et Boca ils sont tranquilles. C'est ça. J'allais te demander de nous rappeler un petit peu le système de ces tournois de clôture, d'ouverture qui permettent quand même, a priori, de pérenniser la place des gros en première au plus haut niveau argentin. Il faut vraiment qu'il y ait une très très grosse chute sur. En fait, il faut qu'il y ait une chute sur 3 ans, c'est-à-dire sur 6 tournois. Donc, en gros, sur les 6 tournois, si tu en rates 4, t'es pas bien. Mais Boca, on est loin pour l'instant. L'inquiétude pour Boca, c'est qu'ils ont un effectif où ils ont mis beaucoup d'argent et ils ont un effectif qui est bâti pour jouer la Libertadores. Cette année, ils ne la jouent pas puisqu'ils se sont fait éliminer au 2e tour préliminaire chez eux par les Péruviens de l'Alianza Lima. Et pour l'instant, ils ne sont pas qualifiés pour celle de l'année prochaine. Et ils se sont fait éliminer en Copa Argentina, donc c'est fini par cette voie-là. Il ne leur reste plus en gros qu'une chance, une chance et demie, entre guillemets, pour aller en Libertadores l'année prochaine. S'ils veulent y aller directement, il va falloir gagner le tournoi. Et là, pour l'instant, c'est pas super bien embarqué. Et s'ils veulent y aller d'une autre manière, il va falloir être sur le classement de toute l'année générale. Mais pour l'instant, ils sont 4e. Donc pour l'instant, ils y vont pas. Là, à l'heure où on parle, Boca n'est pas en Libertadores l'année prochaine, ce qui sera un énorme échec parce que c'est des entrées d'argent en moins, quoi. Bon, on en est qu'à la 3e journée de ce tournoi de clôture du championnat d'Argentine. On peut imaginer que l'histoire, le prestige, la bombonera, les couleurs bleu et or, Edinson Cavani peut-être. Moi qui ai kiffé la Coupe du Monde des clubs,
J'attendais beaucoup des Argentins et surtout de Boca Juniors. Et hormis la première mi-temps contre Benfica, ça a été une très très grosse déception. Et ils n'ont pas réussi à tenir la dragée haute du continent comme les Brésiliens. Et c'est vrai que ça avait été une déception. Et je ne suis pas surpris de ce qu'on raconte là-dessus, parce que déjà j'avais trouvé le niveau très très faible. Ouais. Mais c'est vrai que de toute façon, dès qu'on entend Boca Juniors, dès qu'on voit ce maillot mythique, évidemment, on s'attend toujours à voir ce qui reste un des plus grands clubs du monde au niveau international, et tous les amoureux de foot espèrent que ça va aller mieux pour Boca. Merci beaucoup Nicolas d'être passé dans l'after. C'était un avec vrai plaisir d'en parler, et à très vite. Et je l'espère sur l'antenne de RMC. Il nous reste quelques minutes, Walid, Kevin, pour que vous nous donniez votre sentiment sur les infos du jour. Mercato, évidemment. Alors ça, je sais que ça va intéresser au moins mon Walid. Luis Diaz vers le Bayern Munich, mon cher Walid. Très bonne nouvelle. Le Colombien. Ça va coûter 70 millions d'euros. Moi, plus 5 de bonus. J'aime beaucoup le joueur. Je trouve pas ça très cher. 70 millions pour d'euros Luis Diaz. Pour Luis Diaz. Je sais que tu es un grand fan du Colombien de Liverpool. Grand fan, même si je trouve qu'il y a une légère différence entre ce que j'aimerais en avoir et ce que j'ai. Par rapport à ses qualités, il peut faire encore mieux. Il a eu des très bons passages à Liverpool, mais là je trouve que c'est un deal gagnant-gagnant pour Liverpool, pour le joueur et pour le Bayern Munich, parce qu'ils avaient besoin de pluralité, je trouve. C'est la question que j'allais te poser. Moi je sais que Kompany n'était pas content de l'effectif déjà l'an dernier offensivement, qu'il fallait le régénérer encore plus avec la blessure de Musiala à la Coupe du Monde des clubs. Et je trouve qu'avoir un Olise, un Voltema 2 qui va sûrement arriver de Stuttgart, un Harry Kane et un Luis Diaz, c'est déjà bien mieux, parce que j'aime beaucoup Coman, j'aime beaucoup Gnabry, mais il fallait régénérer tout ça. Leroy Sané déjà. Leroy Sané, il est parti. Je sais qu'il est parti à la mais à partir du moment où Leroy Sané a joué l'an dernier, il fallait se renforcer. Tu sais que Coman, c'est un joueur quand même assez fragile. Gnabry, on ne sait jamais vraiment quel est le niveau de Gnabry, donc non, c'est une très bonne chose. Voilà, Luis Diaz qui était attendu ce lundi à Munich, et qui devrait s'engager avec le Bayern pour 70 millions plus 5 de 70 millions pour moi c'est bien acheté. C'est un bon prix. 70 millions, c'est normal. Non, par rapport au marché, je pense que c'est bien acheté. Il nous reste une minute pour évoquer l'information selon laquelle William Saliba a confirmé qu'il était dans discussion pour prolonger son contrat avec Arsenal. Très bonne chose aussi même s'il y avait le Real Madrid, mais ça montre que Arsenal a beaucoup d'ambition, et qu'en gardant ses forces vives et sa charnière centrale très très costaud avec Gabriel, on l'a bien vu que sans Gabriel c'était compliqué en Ligue des Champions. C'est une bonne chose pour son amélioration, sa progression, et puis pour aller chercher un gros titre avec Arsenal. 24 ans, il était sous contrat encore jusqu'en 2027, il n'y avait pas d'urgence, mais Arsenal qui veut verrouiller un joueur avec qui l'histoire d'amour avait mis un petit peu de temps à démarrer, mais finalement qui est un des meilleurs défenseurs du monde actuellement, Kevin. Monstrueux. Bon, voilà, ce sera le mot de la fin. Messieurs, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Je crois que vous allez faire la doublette durant toute la semaine, et je m'en réjouis d'avance. Je vous félicite, vous avez été immense, notamment dans cette première heure, dans ce débat. Lucas Chevalier, Didier Donnarumma, que je vous invite, auditrices et auditeurs, à aller écouter en podcast si vous êtes